Bonjour, donc je suis tombé sur une nouvelle particulièrement grave et je pèse vraiment mes mots quant aux implications que ça peut avoir sur la suite. Et donc je pense la chaîne sur l'expatriation, elle est tout à fait adaptée à ce type de nouvelles. Donc Donald Trump sème le doute sur l'engagement américain à défendre Taïwan face à la Chine. C'est une nouvelle majeure. Et c'est une nouvelle qui est très importante. Pourquoi c'est une nouvelle qui est très importante? Eh bien parce que Donald Trump euh, a des chances de gagner les élections aux États-Unis. Donc les élections doivent se passer en novembre. S'il les gagne, à ce moment-là, il sera nominé au mois de janvier 2025. Nominé au mois de janvier 2025, en fait, et voilà, voilà un peu la problématique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on regarde une carte de l'Asie-Pacifique, hein, là je l'ai trouvé sur Wikipédia, vous pouvez voir ici donc Taïwan qui est représenté en vert, et vous pouvez voir que Taïwan est quand même très très proche de la Chine. Donc si vous voulez, à moins que les États-Unis aient une flotte prépositionnée pour pouvoir intervenir directement et rapidement, personnellement, je pense que vu les forces en présence, la Chine est quand même s'est beaucoup armée ces dernières années. Eh bien, je ne suis pas persuadé en fait que Taïwan pourrait tenir très longtemps, voilà, directement. Et j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de pensée parce que Biden promet de défendre les Philippines en cas d'attaque. Et puis on voit qu'il y a une alliance renouvelée avec le Japon. Donc si on regarde toujours la carte, hein, vous avez ici le Japon avec accessoirement la Corée du Sud. Donc si vous voulez, les États-Unis se trouvent là, hein, vous avez l'Alaska là-haut, et puis là vous avez la façade pacifique des États-Unis là-bas de l'autre côté. Donc l'arrivée, en fait, vous voyez, vers le Japon ici, vous avez quelque part un bras, si j'ose dire, et vous avez de l'autre côté l'autre bras, c'est-à-dire les Philippines dont je viens de parler, avec eh bien, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont les alliés traditionnels des États-Unis dans cette région. Donc on voit bien en fait que malgré tout, les États-Unis prennent leurs précautions, euh, clairement au cas où ils pourraient rien faire pour Taïwan, de manière à s'assurer quand même le contrôle de la zone Pacifique, parce qu'en fait c'est ça qui leur pose problème, c'est-à-dire que Taïwan permet de... Il y a des îles qu'on ne voit pas là du Japon, mais il y a des îles qui vont jusqu'à Taïwan. Et donc ça fait un peu un espèce de verrou vers le Pacifique en cas de problème entre la Chine et les États-Unis. Si la Chine prend Taïwan, eh bien là pour le coup, le verrou n'existe plus, et à ce moment-là, bah, les bateaux chinois peuvent aller très facilement sans contrôle dans le Pacifique. Et ça, j'imagine que cette situation plaît pas trop aux Américains. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, ça voudrait dire que, eh bien, si ça se confirme et que Donald Trump est élu président des États-Unis, eh bien, il y a un risque de voir à moyen terme, on va dire, effectivement, la Chine mener une action contre Taïwan, d'autant plus qu'économiquement et intérieurement, ça n'a pas l'air d'aller très fort en ce moment. Donc ça pourrait être une possibilité. Alors, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je trouve pourquoi j'ai mis en vignette en fait un circuit imprimé et des composants électroniques. Il faut savoir que les composants électroniques sont fabriqués en majorité dans cette zone-là du monde. Ça veut dire Japon, Corée, Taïwan, la Chine, le Vietnam, les Philippines aussi. Voilà, vous avez vraiment, pour les composants électroniques de haut niveau, vous avez une majorité qui sont vraiment faites dans cette région du monde, en particulier avec Taïwan.
Et puis pour les composants, disons, moins évolués, on va dire, bah, la plupart sont faits pour le coup au Japon, extrêmement proche, quoi. Donc ça veut dire que à partir du moment où il y aurait une action qui serait engagée contre Taïwan ici, ça veut dire que très rapidement, vous auriez la plupart des approvisionnements en composants électroniques, semi-conducteurs pour tout ce qui est ordinateur, puis tout le reste, hein, je veux dire radio, machine à laver, drone, tout ce que vous voulez, et ben, à ce moment-là, ça subirait le contre-coup de l'arrêt de l'exportation de cette zone. Et donc à ce moment-là, ce qui se passerait, c'est que on aurait le prix, le prix de tout ce qui est composants électroniques à ce moment-là qui serait multiplié par 2, par 5, par 10. Enfin, je veux dire, les prix pourraient atteindre des montants fous, même ne serait-ce que pour un ordinateur d'occasion, par exemple. Parce que le problème de l'informatique, c'est que un ordinateur, ça peut vivre pendant très longtemps, hein. Je veux dire, un ordinateur, vous pouvez l'utiliser pendant une bonne dizaine d'années sans avoir à le renouveler. Si vous utilisez des trucs comme Linux, des choses comme ça, y a aucun souci, ça peut faire facilement 10 ans. Le problème, c'est que, bah, à un moment donné, comme tout équipement, ça tombe en panne, et ça voudrait dire qu'à ce moment-là, bah, c'est impossible de réparer. C'est impossible de réparer votre ordinateur personnel, mais aussi l'ordinateur de l'entreprise, l'ordinateur dans la voiture, puisque maintenant on a l'intelligence de mettre les voitures 100% composants électroniques. Les trains, les avions, tout ce qui commande de l'électricité, tout ce qui est, voilà, vous imaginez un peu, tous les approvisionnements deviendraient petit à petit de plus en plus difficiles au fur et à mesure que le parc électronique, composants électroniques, eh bien souffrirait. Comme actuellement il y a un peu des mesures, mais c'est probablement pas suffisant qui sont prises pour justement fabriquer des composants informatiques dans les pays occidentaux, eh ben, on se retrouve avec un risque de pénurie extrêmement grave, extrêmement grave. Donc ça, c'est pour la partie composants électroniques. Il y a aussi la partie expatriée, parce qu'on est quand même sur la chaîne de l'expatriation. Je veux dire, à partir du moment où il y aurait un conflit entre la Chine et Taïwan, et où bah, les États-Unis ne voudraient pas trop intervenir, mais par contre renforcer leurs alliés dans la région, hein, Corée du Sud, Japon, Philippines, éventuellement même aussi le Vietnam et puis la Malaisie, l'Indonésie, etc., tout ce qui se trouve ici, et bien à ce moment-là, ça pourrait commencer à tourner assez vite vinaigre, hein, dans ces pays voisins. C'est-à-dire que euh, est-ce que le conflit serait limité à Taïwan? Alors déjà, pour les expatriés qui sont à Taïwan et puis même en Chine, hein, je pense qu'il doit quand même y avoir encore des expatriés en Chine en ce moment. Euh, Ça pourrait franchement être une situation qui devient extrêmement compliquée. Alors, évidemment, les gens qui se trouveraient en Chine, ça serait une situation qui est extrêmement compliquée. On avait vu lors des conflits en fait précédents, hein, euh, quand la France, par exemple, avait bombardé une ambassade chinoise qui se trouvait en Yougoslavie, je crois. Il y avait eu vraiment des mouvements de foule. Il y avait eu des mouvements de foule aussi à propos de... Il s'était passé une histoire avec les États-Unis et il y avait eu vraiment des manifestations importantes en Chine. Il faut bien comprendre une chose aussi pour les gens qui vont dans cette région-là. Les Chinois sont dépeints à tort comme des gens, comment dire, vivant sous une dictature de fer, etc. La vérité, elle est quand même pas comment dire, manichéenne que ça. En fait, les Chinois
sont des gens qui manifestent facilement. Ils sont peut-être beaucoup plus prompts que les Français à défendre leurs droits. Il y a pas mal de manifestations. Bon, ça fait pas la une des journaux, mais c'est quand même le cas. Il y a quand même aussi des grèves dans les entreprises, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a aussi des mouvements de rue. Et, voilà. Alors, certains disent que c'est piloté en sous-main par le pouvoir politique. Oui, mais pas nécessairement que ça. Enfin, je veux dire, allez, faut pas croire, les Chinois ont aussi une réflexion politique autonome et ils ont beaucoup de réflexions dans le domaine. Et donc, s'il devait y avoir ce type de problème, c'est vrai que les gens qui seraient expatriés en Chine, euh, comment dire, comment dire ça de manière assez diplomatique? Eh bien, disons que il faudrait peut-être réfléchir à, en tout cas, à être en sécurité et puis voir quelle est la situation pour pouvoir se mettre en sécurité au cas où ce genre de choses devrait se passer. Pour moi, les indicateurs d'un risque majeur sur Taïwan, comme on peut l'expliquer, bah, si les États-Unis disent clairement qu'ils soutiendront pas Taïwan, c'est un gros risque. Et si au même moment la situation économique en Chine euh, se dégrade, donc je ne me suis pas trop intéressé pour l'instant à la situation économique en Chine, il faut voir, mais est-ce qu'il y a du chômage? Est-ce qu'il y a du chômage des jeunes? Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants à prendre en compte. Et ben à ce moment-là, et puis il y a aussi la situation internationale. Il est clair que je ne sais pas pourquoi Donald Trump dit ce genre de choses-là, mais si c'est parce qu'il doit choisir, parce que mine de rien, les États-Unis sont quand même en ce moment engagés en Ukraine, à soutenir l'Ukraine, et puis en Méditerranée, donc c'est clair que à partir du moment où il ne pourrait pas nécessairement gérer tous les conflits d'un seul coup. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il y aurait éventuellement une opportunité qui pourrait se présenter pour la Chine. Donc voilà, c'est le genre de choses. Donc ça veut dire, bah ouais, voilà, expatrié en Chine, expatrié à Taïwan, c'est clair que là, ça peut vraiment devenir problématique. Et puis après, il y a la Corée et puis il y a le Japon. Le Japon, il y a quand même. Moi, je connais le Japon et je connais la Chine, hein. Il y a quand même un contentieux qui date de la Seconde Guerre mondiale entre le Japon et la Chine, euh, qui n'a pas été, comment dire, qui n'a pas été vraiment réglé. C'est-à-dire que le Japon a beaucoup investi en Chine, a permis à la Chine de se développer, hein. Euh, mais l'histoire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui reste encore entre les deux pays. Alors, je ne veux pas dire que voilà, les Chinois et les Japonais ne s'entendent pas, mais vous savez ce que c'est. Je veux dire, quand il y a ce genre de problème, ça peut toujours ressortir. Donc, euh, si jamais il y avait une intervention pour aider Taïwan de la part qui viennent de la part du Japon ou des Philippines, à ce moment-là, bah, peut-être il faut se poser aussi la question, est-ce que vous êtes en sécurité, et cette fois-ci carrément dans toute la zone, c'est-à-dire Japon, Corée du Sud, Philippines, et puis même le Vietnam. Je veux dire, pourquoi le Vietnam? Bah, parce que les Philippines et le Vietnam, en fait, partagent des revendications sur des îles qui se trouvent ici dans ce qu'on appelle la mer de Chine. Et donc, ça pourrait être tentant, disons, pour les Chinois à ce moment-là, bah, de régler le problème de Taïwan et puis aussi des différents îlots qui se trouvent ici. Et déjà, voilà, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de très problématique. On peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Je veux dire, moi, j'ai pas de boule de cristal.
et j'ai pas la prétention de deviner ce qui va se passer, mais je pense que malgré tout, il y a quand même deux risques. Il y a le risque, bon, pour les expatriés, ça me paraît relativement évident, hein, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même pas se voiler trop la face. Euh, et il y a clairement un problème pour l'approvisionnement en composants électroniques qui vient de cette région-là. Et vraiment, là, c'est vraiment... et sans compter le reste, hein. Je vous dis l'électronique parce que c'est vraiment le, le système nerveux, le cerveau de nos sociétés modernes. Mais il y a aussi voilà, plein de médicaments, plein de choses qui sont maintenant faits en Chine. Et à partir du moment où il y aurait ce problème-là, il y aurait plus d'exportation. Et il faut bien comprendre sur les cartes ici, en fait, euh, toute la zone sud et ouest de la Chine, ce sont des montagnes qui sont de très très hautes montagnes, hein. C'est l'Everest, etc. Vous avez ici le désert de Gobi qui se trouve on va dire, nord-ouest de la Chine, et aussi avec une très grosse montagne là. Vous avez aussi des montagnes ici, vous avez les plaines de Mongolie. Donc en fait, les communications ne seraient pas nécessairement très faciles. Euh, donc voilà la problématique. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Moi, si je dois vous donner une recommandation, c'est de reprendre en fait les méthodes qui ont toujours fait leurs preuves, c'est-à-dire de prévoir des ordinateurs sur lesquels vous travaillez et aussi de prévoir un ordinateur de secours au cas où vous avez un problème. Mais ça, à la limite, c'est quelque chose que vous devriez toujours avoir, un ordinateur de secours, de manière à pouvoir, voilà, et puis des clés USB, des disques durs USB, de sauvegarde. Oubliez jamais une chose, la panne, ça peut tomber en panne. Et si ça peut tomber en panne dans ces circonstances-là, vous ne trouverez pas de composants électroniques de sauvegarde. Donc si vous voulez, pour l'instant, pendant encore pas mal de temps, hein, c'est histoire de probablement, on est au mois d'août, hein, donc il y a quand même quelques mois qui vont s'écouler avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Mais cela dit, moi je pense que c'est pas nécessairement une question de Donald Trump. Je pense que quand on regarde la carte, de toute façon, militairement parlant, c'est pas évident pour les Américains d'envoyer une flotte et de pouvoir intervenir rapidement ici. Moi, ça me paraît délicat. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Donc, c'est pour ça, il faut avoir, si vous voulez, les composants électroniques dont vous avez besoin, avoir du spare. Si vous avez de la mémoire, eh bien, stocker de la mémoire. De toute façon, comment dire, les besoins en informatique sérieuse, je veux dire productive, on n'est pas dans le domaine des jeux en 3D où il faut changer tous les 6 mois les cartes 3D et puis processeur et mémoire, parce que Windows a sorti une nouvelle version. Je veux dire, vous restez sous Linux par exemple, vous faites des économies de tout. Et ça peut vous permettre comme ça de basculer très rapidement sur du matériel que vous achetez d'occasion. Je veux dire, l'idée, c'est pas d'acheter d'acheter 2 ordinateurs, de payer 2 fois 1 000 € pour le même ordinateur. Ça, c'est pas raisonnable. Mais vous pouvez consacrer, je sais pas, 800 € pour l'achat d'un ordinateur bien, neuf, et puis 200 € pour un ordinateur d'occasion, pas cher, sur lequel vous collez un Linux ou ce genre de système d'exploitation qui sont très peu gourmands en ressources matérielles. Et donc, comme ça, vous êtes sûr d'avoir
En cas de problème avec un ordinateur, eh bien, voilà, un, un secours. Et je dirais, ça devrait être un devoir de tout le monde, parce que si il arrive ce genre de problème, eh bien, tout le monde courra après les ordinateurs et vous verrez que même les ordinateurs d'occasion, en fait, se vendront au prix ouais, même plus cher que le prix du neuf, parce que la pénurie arrivera extrêmement rapidement. Donc, raison de plus si vous êtes dans le business pour avoir quelque part une réserve, c'est le moment. Les prix sont pas si chers que ça. Vous pouvez trouver de l'occasion, vous pouvez trouver de la mémoire, vous pouvez trouver des composants électroniques. Donc ça peut être intéressant de stocker de manière justement à pouvoir, surtout si vous êtes expatrié, je veux dire, vous êtes expatrié, vous allez vous acheter au marchand du coin un ordinateur à pas cher. Et puis vous faites coller dessus par un spécialiste, un Linux, etc. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, même avec des logiciels qui sont complètement gratuits. Donc vraiment, il y a, sachant que euh, si jamais il doit y avoir un problème, il y aura les signes avant-coureurs. Mais à ce moment-là, les signes avant-coureurs feront que le prix, parce que les gens ne sont pas stupides, de tous les composants électroniques, etc., bon, vont grimper de manière très importante. Et surtout, le problème, c'est que s'il y a un conflit qui se matérialise ici, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Parce qu'à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que les Américains, plutôt que de faire une intervention militaire coûteuse en hommes et en matériel, peuvent très bien décider de mettre en place un blocus. Alors même s'il n'était pas complètement respecté, vous auriez, même si on voit bien hein, avec ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine, hein, même si c'était pas complètement respecté, ça ferait quand même beaucoup de mal à toute l'économie. Parce que bah, vous auriez pas la totalité des composants, etc., qui pourraient circuler. À un moment donné, voilà. Alors, il faudrait qu'il y ait des usines en Occident qui fassent des microprocesseurs. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on se bouge beaucoup pour faire ce genre de choses-là. Et donc, bon, ça, c'est vraiment un problème. Donc, prenez vos précautions. C'est vraiment quelque chose qui peut être problématique. Et moi, je vous dis, hein, je suis persuadé quelque part que quel que soit le résultat des élections américaines, de toute façon, le problème se pose. Je veux dire, quel que soit le prochain président de la République aux États-Unis, euh, le, l'idée d'une intervention rapide me paraît, euh, me paraît déjà compromise. Par contre, le fait qu'il puisse y avoir un blocus, là, pour le coup, ça me paraît quelque chose de beaucoup plus envisageable. Et je pense, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Bonne journée.